vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler comme ça d'une technique de négociation sur le prix du bien immobilier qui ne marche pas. Ça n'a pas marché pour moi, ça n'a pas marché pour une de mes coachées qui m'a dit qu'elle avait fait la formation sur l'achat du bien immobilier en France. Elle est venue appliquer ça ici en Allemagne, ça n'a pas marché. Donc c'est une technique où je peux déjà dire quand même à 90% qu'elle ne marche pas. C'est clair que pour acheter un bien immobilier, la plus-value, le bénéfice, tu le fais à l'achat du bien immobilier parce qu'il faut l'acheter à un prix qui est très agréable. Ça te permet tout simplement plus tard de le vendre et de faire une plus-value plus intéressante. Mais seulement, il faut avoir des techniques quand tu veux négocier. On ne négocie pas pour négocier parce que si tu négocies pour négocier, il y a de fortes chances que tu perdes ce bien immobilier-là. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à ma coachée. Je te parle donc de cette histoire dans les détails après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, avant de commencer dans cette vidéo, je vais donc tout simplement te dire que j'avais déjà fait une vidéo sur les techniques de négociation du bien immobilier. Cette vidéo-là, tu peux la regarder en cliquant sur le lien ici au-dessus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle donc tout simplement de mon histoire, de la technique que j'ai utilisée et que ça n'a pas marché du tout. Une prochaine vidéo, je te parlerai comme ça d'une technique que j'ai utilisée et qui a marché pour moi à 100%. Tu peux éventuellement déjà t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater cette technique-là qui fonctionne et aussi activer la cloche de notification. Là, tu seras informé quand je vais comme ça publier cette vidéo-là pour te permettre de savoir quelle est la technique de négociation du prix du bien immobilier à l'achat qui marche forcément. Alors, comment est-ce que donc j'arrive à perdre ce bien immobilier lors de la négociation? Après avoir fait quelques investissements sur les biens immobiliers locatifs, je décide donc comme ça de me lancer sur le bien immobilier résidentiel parce qu'effectivement, les enfants étant déjà en train de prendre de l'âge, on vivait au centre-ville de Berlin, donc avec tout ce que tu peux imaginer, la fête, la ville et tout le reste. Et mes grands-enfants, vu qu'ils étaient déjà en train d'être adolescents, donc ils atteignaient déjà l'âge où voilà, on n'a pas trop envie que les enfants rentrent tard, on a envie qu'ils soient en bonne compagnie. Je me décide donc d'acheter le bien immobilier résidentiel. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, quand j'ai fait mes investissements sur le bien immobilier locatif, ce que je vous conseille toujours de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel. Je vivais en location, donc je vivais en location, mais à un moment quand les enfants grandissent, quand les enfants atteignent un certain âge, ce n'était plus pour moi très agréable de rester dans l'appartement. Donc je voulais vraiment avoir ma maison, je voulais déménager pour prendre ma maison résidentielle. J'avais vraiment envie de prendre les enfants, de me retirer un peu de la grande ville pour pouvoir leur donner un environnement calme et stable pour qu'ils puissent avoir naturellement une meilleure éducation. Voilà, donc comme ça, je me lance donc sur la recherche du bien immobilier, mais résidentiel en ce moment-là. Je commence donc sur les périphéries de Berlin. Je voulais pas rester dans le centre-ville de Berlin, donc du coup, je me suis éloignée un peu. Je suis tombée sur une très belle maison, qui était construite sur environ 500 mètres carrés. L'espace vivable devait être environ 150 mètres carrés. Ce qui m'a vraiment plu sur cette maison-là, c'est que tu avais aussi une salle de bain complète en bas avec une chambre des étrangers. Souvent, quand on trouve des maisons ici en Allemagne, c'est souvent trop construit sur le concept, je vais dire allemand, donc sur le concept de petite famille, donc genre, voilà, ça va suffire peut-être pour les parents et 2 enfants maxi. Maintenant, quand tu commences à avoir 3 enfants, 4 enfants, ça commence à être un peu serré. Donc, la famille africaine, en général, on est nombreux. À Noël, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Et aussi, il y avait donc une chambre vraiment bien spacieuse en bas, qu'on pouvait utiliser comme la chambre des étrangers ou alors comme un bureau. Et aussi, en haut, il y avait vraiment 3 chambres bien spacieuses et bien habitables. On avait aussi la possibilité d'agrandir le toit pour rendre cet espace-là aussi vivable. La maison appartenait donc comme ça
à une femme qui vivait seule. Elle a acheté la maison avec son mari, mais elle nous a raconté que son mari l'avait quittée, qu'elle était seule, bon, qu'elle n'avait plus aussi envie de le voir de toutes les façons, mais que ça faisait presque 5 ans qu'elle s'occupait seule de la maison avec ses enfants. Donc elle avait 2 garçons et qu'elle s'occupait de la maison seule et que voilà, la maison est en vente parce que voilà, les enfants ayant grandi, elle pense qu'elle n'a plus besoin d'autant d'espace et puis elle a vraiment envie de vendre la maison pour prendre un petit appartement et qu'elle avait même déjà trouvé un appartement. Elle avait déjà trouvé l'appartement où elle va aller vivre avec son dernier fils parce que l'aîné avait quitté la maison ayant fini sa formation. Donc c'était vraiment très cool. La maison n'était même pas trop chère. La maison coûtait 250 000 dans la zone de Marienfelde, pour tous ceux qui se connaissent un peu dans les alentours de Berlin. Comme je dis, ce sont les prix d'il y a 4-5 ans, hein. Ce ne sont pas les prix actuels. Donc du coup, aujourd'hui, les prix, c'est autre chose. J'ai vu l'annonce sur Internet et puis avec mon mari directement, on est allé là-bas. Le seul petit pépin, le seul petit bémol que nous, on avait au début, c'est qu'on lui a posé la question de savoir, ok, si la maison t'appartient à toi et à ton mari, comment est-ce que ça va se faire la vente, même si vous ne vous entendez pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous soyez tous deux présents chez le notaire. Il faut que vous tous vous signiez l'accord de vente parce que sinon la vente va être bloquée à un moment, quoi. Donc, on aimerait discuter aussi avec son mari pour avoir son point de vue. Est-ce qu'il est d'accord avec le prix? Est-ce que tout va bien? On n'aimerait pas vraiment avancer sur le processus. Et puis, à la fin, on est bloqué, par exemple, chez le notaire parce que, bon, le mari peut-être ne veut pas vendre, que ce soit par rancœur, que ce soit par rancune, que ce soit par vengeance ou quoi que ce soit. On aimerait vraiment qu'elle essaye de clarifier avec son mari parce qu'effectivement, son mari étant aussi propriétaire à 50%, quel que soit ce qui s'est passé entre eux, il faut que son mari donne aussi son accord pour la vente de ce bien immobilier. C'est là qu'on nous a fait comprendre que non, son mari a déserté il y a longtemps et que normalement, il ne devrait pas faire de problème à ce niveau-là. Elle peut vendre le bien immobilier elle seule et qu'il n'y aura pas de soucis plus tard. En tant que bon Africain, on s'est donc lancé sur la négociation et on se dit, ok, il faut qu'on négocie le prix du bien immobilier. Le prix du bien immobilier, donc c'était 250 000 euros. Pour cette région-là, c'était déjà un bon prix. C'était un prix qui était donc top déjà pour cette maison-là. Mais on se dit, ok, en tant qu'Africain et tout le reste, on va quand même négocier le prix. Voilà, on lui a proposé donc un prix de 200 000 euros pour l'achat de ce bien immobilier-là. Elle a hésité, elle a dit non, elle ne voulait pas vraiment et tout. Mais finalement, quand on se séparait, on s'est dit ok, que chacun réfléchisse de son côté. Et le lendemain, on va encore téléphoner pour prendre une décision. Donc le lendemain, on a téléphoné, on s'est appelé, on a discuté, il n'y avait pas de souci. Finalement, on s'est entendu sur 220 000 pour l'achat du bien immobilier. C'était déjà un prix qui était très agréable pour la région. On était tellement contents d'avoir pu faire ce deal-là. Et immédiatement, je lui ai donc demandé de me faire parvenir tous les documents nécessaires pour que je puisse donc commencer avec le financement du bien immobilier à la banque. Voilà, vu que c'était son frère qui s'occupait de tout ça, son frère, vraiment, il a vite fait de m'envoyer les documents. Si tu veux acheter une maison, il n'y a pas beaucoup de documents qu'on va te demander, hein. Et le plus important, c'est déjà juste le titre foncier, après le plan et aussi éventuellement la liste des travaux qui ont été faits jusqu'à présent, l'année de construction, le plan architectural et c'est tout. Donc, vu qu'il n'y a pas de réunion de propriétaires, il n'y aura pas de protocole que tu vas demander, il n'y aura pas de Wirtschaftsplan que tu vas demander, il n'y aura pas de Teilung, c'est clair. Mais chose curieuse, quand j'ai donc lancé le dossier à la banque, 2-3 jours après, quand j'avais déjà la première offre à la banque, parce qu'effectivement, quand la banque prend ton dossier, elle tape déjà le terrain, elle te dit approximativement quel taux d'intérêt elle pourrait avoir, quel taux de remboursement serait intéressant. Et puis c'est après ça, si tu es d'accord, qu'on va maintenant aller sur la validation finale. Donc c'est en ce moment-là qu'on va aller dans le Kreditabteilung, comme on dit en allemand. Et c'est donc après ça que tu as donc l'offre finale du banquier. Mais seulement, à ma grande surprise, on était mardi, quand j'ai reçu tous les documents venant donc de son frère, le samedi, il m'appelle et il me dit qu'ils ont décidé de ne plus vendre la maison. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas vendre la maison? Ils me disent non, ils ont décidé de ne pas vendre la maison parce qu'effectivement, sa sœur a changé d'avis. C'est une maison où elle a vécu pendant beaucoup d'années, elle a élevé ses enfants, elle a envie de rester dans la maison, elle n'a pas encore envie, elle n'est pas encore prête psychologiquement à se séparer de cette maison-là. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que c'était pas vrai. Et on discutait avec elle. Elle était tellement fière déjà de pouvoir quitter la maison. Elle avait déjà un certain âge. Elle disait, elle a plus de force pour monter les escaliers, descendre. Elle a plus de force pour s'occuper du jardin. Une maison, ça doit s'entretenir. Elle n'a plus de force pour faire tous les travaux qui sont à la maison. Donc, du coup, j'ai compris que le monsieur, il me racontait juste une histoire. Bon, moi, au téléphone, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On était là, la maison nous a plu. J'ai déjà lancé le dossier à la banque. À quoi est-ce que je vais ressembler devant mon banquier aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous nous retirez la maison? Est-ce que c'est une question d'argent? Et le monsieur d'attendre un peu au téléphone et après il me dit non, c'est pas une question d'argent. C'est juste que comme je vous dis, ma soeur a décidé de ne plus vendre le bien immobilier. Voilà, comme vous pouvez le constater, on va retirer l'annonce sur internet dans les prochains jours. Et puis du coup, vous pouvez dire à votre banquier que ça n'a plus marché ou alors qu'on n'est plus prêt à vendre. On est désolé, mais voilà, c'est la situation actuelle. Quand je regarde dans les détails, quand je réfléchis et que j'analyse la situation, je me rends compte tout simplement que quelqu'un d'autre lui a proposé soit le prix qu'elle avait demandé, soit lui a proposé un peu au-dessus de ce qu'elle avait même demandé parce qu'effectivement, il n'y avait pas de raison qu'elle n'ait pas envie de vendre ce bien. Elle m'avait déjà expliqué comment elle veut quitter la maison, elle veut aller dans son appartement, elle veut faire les vacances avec son dernier fils, elle a envie de découvrir un peu le monde, elle avait vraiment besoin de cet argent-là pour faire 2-3 trucs, pour profiter encore un peu de la vie. Et du coup, du jour au lendemain, elle décide de ne pas vendre. Non, j'ai senti qu'il y avait du louche là-dessus. Et puis, j'ai compris tout simplement qu'il y avait une mauvaise négociation ici, là. Donc, à ce niveau, si on avait tout simplement trop négocié le prix du bien immobilier, on l'avait trop revu à la baisse. C'est vrai que c'était juste 30 000 euros qui correspondant à environ 12% du prix qui avait été proposé au départ, mais c'est comme ça qu'on a perdu le bien immobilier parce qu'on n'avait pas aussi bien fait nos devoirs. Si on avait bien fait le devoir concernant la région, en regardant par exemple le prix de vente sur le mètre carré dans la région, on aurait su que le montant qu'elle demandait était déjà convenable. Mais seulement vu que c'est un bien immobilier qu'on achetait pour un but résidentiel, on pensait beaucoup plus à comment faire pour couvrir les traites. Est-ce que les traites vont couvrir comme ça notre loyer ou alors est-ce que les traites correspondent au loyer qu'on paye jusqu'à présent et aussi avec le surplus parce qu'effectivement quand tu as ta maison, si jamais il faut arranger le chauffage, s'il faut refaire le circuit électrique, naturellement ça n'engage que toi. Ce n'est pas comme quand tu es dans un appartement, donc quand tu regardes le montant des traites que tu dois payer, il faut aussi avoir une certaine réserve par rapport à cela parce que s'il y a un problème, que ce soit moisissure, que ce soit circuit électrique, que ce soit chauffage à refaire, ça n'engage que toi. Ce sont des dépenses qui t'incombent à toi-même. Cette mauvaise technique de négociation là, effectivement, il y a une de mes coachées qui m'a fait savoir qu'elle avait pris un cours de coaching, un cours de formation sur l'achat du bien immobilier en France. Et là-bas, on leur a dit que quand tu veux acheter un bien immobilier, il faut négocier à au moins 30% en moins. Peut-être en France, ça marche, mais ici en Allemagne, je doute fortement que ça puisse marcher parce que les Allemands sont des personnes plutôt sérieuses et plutôt intègres. Donc, quand quelqu'un va mettre son bien immobilier à 200 000 euros et que tu viens lui proposer 30% en moins, forcément, il va plus te prendre au sérieux. Forcément, il va se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu proposes un prix aussi bas? S'il voulait avoir peu d'argent, il aurait demandé peu d'argent. Il a quand même fait un calcul, il a quand même fait une réflexion avant de décider, avant de demander ce prix-là. Donc, si toi, tu viens directement et que tu casses le prix, tu demandes 30% en moins sur le prix qui a été demandé, ça peut te valoir comme ça tout simplement une exclusion parmi les protagonistes, parmi les différents intéressés. Et c'est comme ça qu'elle me dit effectivement qu'elle a perdu beaucoup de biens immobiliers, qu'elle a vu, elle est partie négocier, elle demandait toujours 30% de rabais, comme elle avait entendu dans son cours de formation en France. Mais après 2-3 échecs, elle a compris naturellement que ça ne marche pas. La négociation comme ça, du tic au tac, avec le prix, ça ne marche pas. C'est assez compliqué. Il faut avoir des raisons tangibles que tu vas apporter au vendeur pour pouvoir lui dire de négocier le prix, de baisser le prix et pour qu'il soit d'accord. À cet effet, donc, j'avais fait une vidéo déjà où je te parlais des techniques de négociation. C'est parmi mes premières vidéos. Je te la mets comme ça en bas de description. Je te la fais passer aussi.
ici au-dessus pour que tu puisses regarder cette vidéo-là. Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo, de liker la vidéo. Et on se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.